Bonsoir, merci d'être des nôtres pour la réunion publique annuelle d'énergie atomique du Canada Limité. Nous nous réjouissons tous les ans de vous parler de l'année écoulée. Alors, merci d'être des nôtres. Je suis Jérémy Latta, je suis directeur des communications et des rapports gouvernementaux ici à EACL et c'est moi qui animerai la séance de ce soir. Nous offrons un service d'interprétation simultanée, alors s'il vous plaît, participez dans la langue officielle de votre choix. D'abord, j'aimerais commencer par souligner que nous sommes au bureau d'Ottawa de ACL sur le territoire non cédé des Algonquins Anishinaabe et nous sommes reconnaissants d'avoir l'occasion de nous y réunir. Le peuple algonquin sont les gardiens originaux de ce territoire et nous reconnaissons qu'ils ont une relation de longue date avec ce territoire. EACL se trouve partout au Canada où il y a des territoires autochtones que vous gagneriez à connaître. Je vous invite à consulter les sites Internet où vous trouverez davantage de renseignements sur les territoires ancestraux des Autochtones et à vous renseigner sur les relations que vous pouvez tisser avec eux. Alors, nous allons à présent accueillir un aîné qui vient tout près de Chalk River, qui nous propose la cérémonie d'ouverture et de clôture. Ceci nous permettra de commencer de belle façon. Nous viendrons vers vous dans un instant. Alors, par la suite, nous entendrons Jim Burpee, qui est le président du conseil d'administration de ACL, puis le PDG Fred Dermarkar, ainsi que d'autres représentants qui nous présenteront certains éléments de l'année écoulée. Par la suite, nous prenons vos questions. Vous pouvez envoyer vos questions en tout temps et nous ferons de notre mieux pour y répondre. Si le temps nous manquait, ou si votre question mérite une réponse étoffée, nous vous écrirons par écrit. Nous vous enverrons une réponse par écrit par la suite. Alors, sans plus tarder, je vais demander à Lenny Sarrazin d'entamer notre réunion de belle façon. Merci beaucoup et la parole est à vous. Great. Francis, the Desert Cars Makwa Bedon, the Quack Gun, the Dundabla, Mama Mini, and Escape Ninda. Jimmy Grits, Kitchmando, Jimmy Grits, Kitchmando, Duty. Kitchmy Grits, Kitchmando, Kitchmy Grits, Kitchmando, Kino Gego, Grits. I'd like to welcome all you guys on Algonquin territory. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue sur le territoire algonquin non cédé. Alors, je vais ouvrir la réunion par une prière. Je suis venu avec des herbes qui sont pour nous sacrées, dont le tabac, qui est un contact direct pour nous avec le Créateur. Le foin d'odeur qui représente la bienveillance. La sauge qui purifie notre corps et qui guérit. On en fait un thé, d'ailleurs. Alors voilà les herbes dont le Créateur se sert pour notre peuple, pour les Algonquins, pour nous guérir. C'est un honneur pour nous de faire cette cérémonie d'ouverture. Je crois que vous aurez une excellente réunion. Je sais que vous avez une tâche très importante à accomplir. Nous dépendons les uns des autres pour garantir notre sécurité. C'est la raison pour laquelle nous commençons par cette cérémonie. Merci. Et Miigwech et Sarrazin, c'est un honneur que de vous avoir. À présent, je vais demander à Jim Burpee, président du conseil d'administration de ACL, de nous donner son point de vue. À vous, Jim. Merci, Jérémy, et bonne soirée à tous et toutes. Merci de vous joindre à nous virtuellement pour en apprendre sur les réalisations de ACL au cours de l'année écoulée. Nous menons cette conversation à un moment où le secteur nucléaire, ici et dans le monde entier, est en plein essor. Nous sommes passés de 0 à 100 km à l'heure en un clin d'œil. Or, les décisions mondiales d'investir dans la nouvelle énergie nucléaire ne se prennent pas comme une décision d'ouvrir un robinet. L'industrie nucléaire doit être sûre
respectueuse de l'environnement et appuie sur une science de classe mondiale. Et c'est d'ailleurs la mission de ACL. Par l'entremise des laboratoires de Chalk River, EACL joue un rôle essentiel dans la prestation de services au gouvernement du Canada et au secteur nucléaire. Nous menons déjà le Canada vers un avenir durable alimenté par une énergie nucléaire sûre et propre. Et nous nous efforçons également de faire de notre pays un chef de file dans la fourniture au reste du monde des technologies nucléaires singulières fabriquées au Canada. Permettez-moi de vous expliquer comment nous y parvenons. D'abord, nous travaillons conformément à notre mandat, visant à favoriser la science et la technologie nucléaire et à protéger l'environnement en assumant les responsabilités du gouvernement du Canada en matière de déchets radioactifs et de déclassement. Ce mandat nous a été confié par le gouvernement du Canada, mais en tant que société d'État, bien que nous appartenions au gouvernement, nous sommes exploités de manière indépendante. Cela signifie que nous pouvons recourir à des pratiques commerciales et des partenariats. Et grâce au travail des laboratoires nucléaires du Canada, LNC, nous pouvons faire appel aux meilleurs cerveaux du secteur nucléaire et, dans le même temps, mieux servir le contribuable canadien en accordant une attention rigoureuse aux résultats. En tant que président du conseil d'administration, mes fonctions et celles de mes collègues administrateurs consistent à fournir une orientation stratégique et à contrôler le rendement. Cette année, le conseil d'administration a été témoin de quelques victoires obtenues de haute lutte et de quelques défis persistants. Et ce soir, nous nous proposons de vous expliquer ce qui s'est produit. Nous allons vous expliquer comment, après un long processus, la Commission canadienne de sûreté nucléaire nous a donné le feu vert pour commencer la construction d'une installation de stockage à proximité de Chalk River. Nous entendons parler de l'important projet de renouvellement d'un contrat en vertu duquel le laboratoire nucléaire canadien, LNC, exploite les sites de ACL. Les représentants décriront comment le déclassement de Whiteshell a été mis en place et fonctionne à pleine capacité. Ils discuteront des défis que pose l'installation du traitement des eaux usées à Chalk River. Ils passeront en revue certaines réalisations en matière de déclassement et d'assainissement. Et enfin, ils parleront des points forts de notre programme scientifique. Je ne pense pas exagérer en disant que moi-même et d'autres administrateurs sommes impressionnés par le personnel de ACL. Je sais que c'est certainement le cas de Jérémy. Alors, bien que les demandes se multiplient, que les délais se raccourcissent, ces personnes talentueuses restent une force pleine de ressources et de souplesse. Alors, sur ça, je vais inviter le président directeur général, Fred Dermarkar, à dire quelques mots. Certains membres de l'équipe de Fred sont également présents ce soir pour nous donner un aperçu plus approfondi de certains dossiers, mais nous commencerons par lui, à titre de PDG. Merci de m'avoir écouté. Sur ce, je cède la parole à Jérémy pour qu'il présente convenablement Fred. Et on répondra à vos questions par la suite. Merci beaucoup, Jim. Très heureux de voir que vous êtes impressionné par ce que nous faisons. Peut-être que l'année prochaine, je parlerai de ce que vous pensez du directeur des communications, que vous appréciez particulièrement. Alors, nous allons passer en revue certains thèmes. Pour ce faire, je vais céder la parole au président directeur général, Fred DeMarker. Merci beaucoup, Jérémy, Chimigwich, Aîné Sarrazin, et merci à vous aussi, Jérémy. Alors, nos travaux en matière de technologie nucléaire permettent de relever le défi de changement climatique. C'est davantage que nécessaire, c'est très demandé. Voici certaines des coupures de presse relatives à ce qu'on a observé récemment. Bon, alors aujourd'hui, on a eu d'excellentes nouvelles. On a choisi Wagaboo Lake à titre de site futur de dépôt géologique profond pour le combustible irradié. C'est une excellente nouvelle pour notre secteur, car l'avenir des déchets est la dernière question qui reste en suspens pour l'énergie nucléaire. Grâce à un bilan d'exploitation impeccable, nous avons démontré que nous pouvions réaliser de grands projets nucléaires dans le respect des délais et du budget grâce au projet de réfection. Et maintenant, nous avons une communauté d'accueil disposée et une solution technologique pour les combustibles usés. Le nucléaire est de retour. Il est en demande. Et cela signifie d'importantes opportunités pour le Canada. We are the birthplace of the CANDU reactor. Nous sommes le berceau du réacteur CANDU, un réacteur extrêmement polyvalent, le seul d'ailleurs qui produise de l'électricité et des isotopes médicaux en même temps. Les 19 réacteurs CANDU
fournissent de l'énergie à environ la moitié de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick, et ce depuis des décennies. Il existe plus de 27 réacteurs Candu exploités à l'extérieur du Canada, par exemple en Corée du Sud, en Roumanie, en Inde, en Chine, en Argentine et ailleurs. Les réacteurs Candu sont probablement notre exportation technologique la plus importante de tous les temps. Il a été créé ici, à EACL, et dans les laboratoires de Chalk River. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de Candu? Eh bien, le gouvernement du Canada, par l'entremise de EACL, détient toujours la propriété intellectuelle de la technologie Candu. Cela signifie que le réacteur Candu, en raison de ses caractéristiques singulières comme l'utilisation du combustible uranium, est un atout national. Nous savons que l'Ontario, la Saskatchewan, l'Alberta, le Nouveau-Brunswick cherchent tout à investir dans les capacités nucléaires. Nous avons une technologie intérieure qui réussit et une occasion qui n'arrive qu'une fois par génération de créer de nouveaux réacteurs Candu, non seulement pour le Canada, mais pour aider des gens de par la planète, pour nous aider à lutter contre les changements climatiques, préserver la souveraineté énergétique, créer de bons emplois et impulser la croissance économique. Mais pour que le réacteur Candu entre dans le jeu, des investissements doivent se faire. Et il faut un modèle moderne qui réponde aux besoins d'aujourd'hui. La commercialisation de la conception Candu est actuellement confiée sous licence à la société canadienne Atkins Realis. Nous travaillons activement avec Atkins Realis pour mettre en place un cadre pour la prochaine génération de réacteurs Candu. Une fois de plus, le Canada sera à la fine pointe du développement et du déploiement de la technologie des réacteurs nucléaires ici et à l'échelle de la planète. Évidemment, nos laboratoires continueront de se consacrer à ces efforts comme ils l'ont toujours fait, ainsi que l'exploitation efficace du parc de réacteurs actuels, mais également dans l'avenir. Ensuite, j'aimerais parler de nos autres missions, l'exploitation des laboratoires et la gestion des déchets. Je suis très heureux de dire que le gouvernement fédéral, dans son budget de 2024, a annoncé un soutien à EACL pour les 11 prochaines années, dont une augmentation de l'investissement dans notre mission scientifique et technologique. Le financement stable et à long terme signifie que nous pouvons poursuivre notre travail et aller encore plus loin. Maude Émilie Pagé, directrice de la stratégie de l'approvisionnement et membre de notre équipe dévouée de l'approvisionnement, se joindra à nous un peu plus tard pour vous donner davantage de détails. Un autre enjeu important pour moi et mon équipe est le projet d'installation de gestion des déchets près de la surface, ou IGDPS. Il nous faut ce projet pour continuer d'assainir le site et pour moderniser le site de Chalk River. Ce projet est en cours depuis des années, depuis le choix du site et la conceptualisation précoce jusqu'à la consultation auprès du public et des communautés autochtones, tout sous la houlette de régulateurs de classe mondiale, c'est-à-dire la Commission de sûreté nucléaire du Canada. Cette année, nous avons franchi une grande étape. Après un examen et des audiences nombreuses, la Commission canadienne de sûreté nucléaire, la CCSN, a approuvé la construction de l'IGDPS en janvier 2024. Par la suite, à la suite de l'approbation du projet, 3 requêtes ont été soumises auprès de la Cour fédérale en révision judiciaire de divers aspects du processus de réglementation et d'autorisation. 2 audiences ont déjà eu lieu, il y en aura une troisième, mais aucune décision n'a encore été rendue. Malgré les procédures juridiques, nous continuons à avoir une communication ouverte et transparente avec toutes les parties impliquées et intéressées par le projet. Nous sommes conscients que selon les résultats de ces procédures, nous pourrions avoir plus de travail à faire et nous attendons vivement les décisions de la Cour. Notwithstanding the legal processes underway, En dépit de ces processus, nous continuons d'avoir une communication ouverte avec toutes les parties qui participent à ces projets. Nous reconnaissons que selon les résultats de ces délibérations, nous aurons sans doute davantage de travail et nous attendrons avec impatience d'avoir les décisions des tribunaux. Il y a des ressources en ligne si cela vous intéresse. Vous n'avez qu'à chercher
Chalk River, IGDPS, et vous aurez le site. L'année écoulée a signifié beaucoup de projets et de progrès. Et je souhaite remercier tous les représentants des communautés autochtones qui ont participé. Au nom de nous tous à EACL, je veux que vous sachiez que je salue vos efforts importants dans la préparation de mémoire et dans la contribution de votre point de vue important. Ne vous y méprenez pas, vous avez eu un impact et une influence positive sur le projet et sur nos efforts visant à nous réconcilier avec les communautés autochtones. En travaillant en collaboration avec les LNC, EACL élabore et met en œuvre des protocoles d'entente et des accords qui appuient les engagements propres aux nations et l'établissement de relations à long terme avec nos partenaires autochtones. Et je suis particulièrement fière du fait que notre conseil d'administration, notre équipe de direction et la majorité de nos employés ont eu l'occasion de participer à des séances de formation et de sensibilisation culturelle dirigées par les Algonquins de la Première Nation Pequot-Quagnonan. Ces séances ont été éducatives et d'ailleurs émouvantes. Nous apprécions grandement la possibilité d'écouter, de poser des questions et de renseigner davantage sur notre histoire commune. Nous nous efforçons aussi d'intégrer de nouvelles ressources pour des projets de gardiens. D'abord avec les Algonquins de la Première Nation de Pequot-Quagnonan de la Première Nation près de Chalk River et une autre nation, Saugeen, près de White River. Et cela permettra à ces Premières Nations de mettre au point leur propre système de surveillance, dont l'observation et la participation à des études relatives au site de ACL. La réconciliation avec les peuples autochtones fait partie de qui nous sommes et de ce que nous faisons. Nous avons encore beaucoup à apprendre et beaucoup à accomplir, mais je suis très fière des réalisations que nous avons à notre actif jusqu'à présent. Je suis plein d'espoir pour l'avenir. Merci à toutes les Premières Nations qui nous ont aidés. Ensuite, les membres de notre équipe vont vous donner quelques détails sur certains dossiers importants. Je vous remercie de vous être joints à nous et je me réjouis de répondre à vos questions suite aux communications. Et sur ce, je vous cède la parole, Jérémy. Merci beaucoup, Fred. Ensuite, je vais demander à Kathleen Heppel-Massis, vice-présidente des opérations nucléaires, de se joindre à nous. Kathleen, la parole est à vous. Bonsoir, mon nom est Kathleen Heppel-Massis et je suis la vice-présidente des opérations nucléaires ici à EACL. Mon équipe et moi sommes responsables de superviser les nombreux éléments mis en œuvre pour garantir la sécurité, la sûreté et la bonne gestion environnementale de nos sites. On dit que je suis responsable des opérations dans mon titre, mais nos opérations comprennent bien des choses qui n'ont rien à voir avec les radionucléides et un des éléments les plus importants de Chalk River est peut-être quelque chose qui ne vous vient pas à l'esprit lorsque vous pensez à des laboratoires nucléaires nationaux, l'installation des traitements de traitement des eaux usées. L'année dernière, l'installation de traitement des eaux usées a connu une perturbation et j'aimerais prendre un peu de temps pour vous parler de ce qui s'est produit, ce que nous avons fait, mais aussi ce que nous avons appris. D'abord, le laboratoire de Chalk River est très grand. Pendant les heures de travail, il y a environ 3000 personnes sur le site. Et puisque c'est un endroit sécurisé et éloigné, cela signifie que nous avons notre propre service incendie, notre propre service de sécurité et aussi notre propre installation de traitement des eaux usées. Un investissement récent comprend de nouvelles installations et un nouveau plan de traitement des eaux usées qui a remplacé une installation vieille de 30 ans par une nouvelle installation dernier cri. Depuis 2019, nous avons une nouvelle usine qui est basée sur un biodigesteur. Cela signifie qu'un organisme vivant traite les eaux usées du site, mais de manière naturelle, afin de pouvoir rejeter les fluents de manière sécuritaire. J'ai visité l'installation et j'ai été épatée de trouver des sacs de sucre plutôt que des produits chimiques pour purifier l'eau. Un peu plus tôt cette année, nous avons fait des tests sur les fluents et bon, effluent, cela signifie ce que l'on remet dans l'environnement. Cela signifie que c'était en deçà de... On a pu constater que la norme de pêche n'était pas respectée. Alors, on a fait 2 tests supplémentaires, espacés à 2 semaines l'un de l'autre. Puis, on a déclaré à ECCC, Environnement
et Changement climatique Canada et la Commission canadienne de sûreté nucléaire. On a discuté avec le public et les communautés autochtones. Les LNC ont tout de suite agi pour corriger le problème. Cela comprenait une analyse détaillée de ce qui était évacué, la déconnexion progressive de certains bâtiments pour identifier tout problème systémique et une analyse du biodigesteur lui-même, ainsi que des travaux visant à rétablir sa santé, ainsi que la formation de l'ensemble du personnel sur le site afin de faire en sorte que tout le monde comprenne comment éliminer correctement les produits de nettoyage de manière à ne pas endommager les micro-organismes. Le système a retrouvé son fonctionnement normal par la suite, donc après quelques semaines, et fonctionne très bien depuis cet incident. Mais de manière plus importante, nous n'avons pas observé de dommages environnementaux résultant de cette défaillance, mais cela ne signifie pas que ACL ou LNC ont arrêté de garder ce problème à l'œil. La chose la plus importante pour moi est de tirer des leçons de ces difficultés. Qu'est-ce qu'on a appris? D'abord, on peut faire bien mieux sur le plan de la communication. Étant donné que l'incident initial a pris 2 tests supplémentaires pour confirmer cet incident, nous avons attendu avant d'informer le public. À l'avenir, nous communiquerons immédiatement, même si des tests supplémentaires sont nécessaires. Deuxièmement, nous avons réalisé qu'il fallait tester le système plus fréquemment. Nous effectuons déjà des tests plus fréquents qu'une station d'épuration municipale conventionnelle, mais c'est insuffisant. Nous allons augmenter la fréquence des tests à l'avenir. Troisièmement, les produits de nettoyage écologique sont essentiels et le personnel doit être régulièrement informé et rappelé de la manière de se débarrasser correctement des produits de nettoyage. En raison de la complexité du système, nous ne savons toujours pas exactement ce qui a endommagé le biodigesteur, mais nous pensons qu'un certain type de produit de nettoyage a probablement endommagé les micro-organismes de sorte qu'ils n'ont pas pu correctement traiter les eaux usées. Enfin, un autre point de vue sur notre façon de communiquer. Nous avons appris au fil de ce processus qu'il fallait aussi faire en sorte que la communication sur les questions techniques comme celle-ci soit faite de manière claire et facilement compréhensible par les non-spécialistes. Notre travail peut être très technique et difficile à comprendre. Nous devons mieux expliquer les problèmes et pourquoi ils sont importants aux citoyens lambda. Je voulais discuter de ce sujet avec vous ce soir et de vous offrir plus de détails de ce que vous avez peut-être entendu aux nouvelles. Je tenais à partager comment la protection de l'environnement nous tient à cœur, comment nous sommes dévoués à l'amélioration continue et vous démontrer notre engagement à la transparence et surtout lorsque nous avons des enjeux. Je vous remercie et repasse la parole à Jérémy. Merci beaucoup, Kathleen. Thank you very much. Next, we're going to hear from Maud Émilie Paget. Merci. She's our director Nous allons of entendre maintenant Maud Émilie Paget, directrice de la stratégie des contrats d'approvisionnement et de l'OGEE, organisme détenu par le gouvernement et Merci, géré Jérémy. par une entreprise. Je suis responsable du processus. Je travaille dans l'équipe qui s'occupe du processus du renouvellement du processus d'approvisionnement pour Énergie atomique du Canada. Donc, depuis 2015, EACL exécute son mandat par le biais d'un modèle d'organisme gouvernemental exploité par un entrepreneur, ou comme en anglais on l'appelle communément le GOCO, selon lequel une entreprise privée, en l'occurrence les laboratoires nucléaires canadiens, est responsable de la gestion et de l'exploitation des sites de EACL. Dans ce modèle, EACL, qui est la propriétaire, et les LNC, l'exploitant, sont des entités durables, tandis que l'entrepreneur, actuellement l'Alliance canadienne de l'énergie nationale, est renouvelé ou remplacé dans le cadre d'un processus d'approvisionnement concurrentiel. Dans le cadre de ce modèle, EACL possède les sites, les installations, les actifs, la propriété intellectuelle et la responsabilité de la restauration de l'environnement et de la gestion des déchets radioactifs. Les LCN, eux, sont responsables de l'exploitation quotidienne des sites, sont l'employeur de la main-d'œuvre et sont responsables de tous les permis et des licences d'exploitation. Ce modèle permet à EACL d'utiliser l'expertise du secteur privé pour obtenir les meilleurs résultats possibles pour le programme de déclassement et de gestion des déchets, ainsi que la transformation des laboratoires de Chalk River en une installation nucléaire de classe mondiale, tout en réduisant les coûts et les risques pour les Canadiens.
CNL has been managed since September of 2015 by Les Canadian LNC National Energy sont Company, gérés Canadian par l'Alliance nationale pour l'énergie du Canada, un consortium qui est fait de 3 sociétés, Atkin Realis, Jacobs Engineering and Fluor Engineering Services. Avec un contrat qui terminera en 2025, nous avons lancé un processus pour continuer l'exploitation. Qu'est-ce que ça veut dire et à quoi pouvons-nous nous attendre? Alors, sous le modèle OGE, les LNC sont une entité qui va continuer. Les LNC vont continuer. C'est l'employeur de la main-d'œuvre, c'est le titulaire de permis. Ce qui pourrait changer, c'est la détention, le détenteur, en fait, des LNC, qui est actuellement l'Alliance nationale pour l'énergie du Canada. Il s'agira de travailler sur les différentes initiatives et les différents plans. Et les contrats que les LNC ont en place avec la chaîne d'approvisionnement vont rester avec les LNC. Alors, quand on regarde la portée des contrats, on parle de la gestion de tous les sites de ACL pour couvrir toutes les missions, la science et la technologie. Il s'agit là de renforcer le rôle des LNC comme laboratoire national, travailler en partenariat et pour l'innovation, pour le bien public. Et il s'agit de travailler également avec des tierces parties. Karen parlera de ce domaine-là, de cette mission. Et puis, le déchet la gestion des déchets et également les activités d'assainissement pour réduire la responsabilité juridique des LNC. Et mes collègues en parleront plus tard. Et nous demandons aux LNC, aux nouvelles entreprises qui travaillent avec les LNC de travailler pour que l'on puisse innover sur le campus de technologie nucléaire de classe mondiale. Nous travaillons maintenant nous avons lancé un appel d'offres avec les différents soumissionnaires qui pouvaient être prévalidés sur la base de critères qui incluent les capacités techniques et l'expérience, les capacités financières, l'intégrité, la sécurité. Et maintenant, nous en sommes à demander des propositions. Et donc, nous allons annoncer le soumissionnaire préféré au printemps prochain, au printemps 2025, mais nous nous préparons également pour la transition. Il y aura une transition et nous travaillons avec les NEC pour nous y préparer. Bien sûr, il y aura un certain niveau de changement, mais ce qui est important, c'est qu'on se centre sur la continuité des opérations. À EACL et LNC, nous devrons apprendre à travailler avec les nouveaux propriétaires des LNC. Il y aura des changements. On sait que les ressources de la tierce partie seront différentes, mais LNC restera l'employeur de la main-d'œuvre et le titulaire de permis. Et les plans du LNC restent en place et comme ça a été mentionné, ils ont été favorisés par un nouveau financement du gouvernement du Canada. On s'attend donc que la main-d'œuvre livre la marchandise sur ces plans et notre activité de transition se centrera sur la continuité de l'exploitation. Tous les projets existants et les plans existants vont continuer. Nous travaillons en étroite collaboration avec les LNC pour préparer les plans de transition tout de suite avec une période de transfert. Et pour avoir plus d'informations sur notre processus d'approvisionnement, vous pouvez aller sur notre site web où nous plaçons toujours de nouvelles informations. Merci, Jeremy. Je serai heureuse de poser des questions plus tard, s'il y en a. Je vous rends la parole. Merci beaucoup, Maud. C'est un bon rappel. Si vous avez des questions, vous pouvez les placer, les saisir dans la plateforme. Et j'ai oublié de souhaiter une très bonne action de grâce, Thanksgiving, pour nos amis américains qui se joignent à nous aujourd'hui. Et je dois dire que les Cowboys battent les Giants 27-10 au début du premier quart. Alors maintenant, nous allons parler du travail d'assainissement de nos sites et de la gestion des déchets avec notre vice-président du déclassement et de la gestion des déchets, Alistair MacDonald. Bonsoir, merci Jeremy. Je m'appelle Alistair MacDonald. Je suis vice-président chargé du déclassement et de la gestion des déchets à EACL. Je suis chargé de superviser tous nos travaux de déclassement et de construction sur nos sites. L'année dernière, à la même époque, nous avions parlé de notre déception après la découverte de plusieurs non-conformités dans le programme de lutte contre l'incendie à Whiteshale, ce qui a entraîné une suspension de la sécurité et une interruption de tous les travaux non essentiels sur le site. Cette année,
J'ai des nouvelles plus réjouissantes à annoncer. Les LNC ont réagi très efficacement à la suspension et ont pris des mesures compensatoires pour résoudre les problèmes découverts. Mais surtout, ils ont mis en place un plan très structuré en 8 phases pour reprendre leurs activités normales. Il s'agit d'une mesure volontaire qui démontre l'engagement de ACL et des LNC en faveur d'une exploitation sécuritaire. Nous nous sommes surpassés pour veiller à ce que tous les problèmes soient résolus. L'équipe a commencé par des travaux de maintenance à faible risque, puis a progressivement progressé, et j'ai le plaisir d'annoncer qu'en octobre de cette année, la phase finale du plan de réouverture a été achevée avec le retrait de 2 sources radioactives d'une colonne montante dans l'aire de gestion des déchets. White Shell a maintenant repris ses opérations de déclassement. Alors, qu'est-ce qui a changé? Le programme de lutte contre l'incendie à White Shell a été considérablement amélioré grâce à une équipe renforcée, un nouveau camion de pompiers et une formation et des procédures améliorées. Nous avons également apporté des améliorations à l'infrastructure du site afin de réduire les risques liés à la disponibilité de l'eau en cas de besoin. Des plans se dessinent pour une nouvelle caserne de pompiers et un centre de formation qui éviteront au personnel d'avoir à se déplacer pour une partie de leur formation. Cela permettra aussi au LNC de proposer des formations à d'autres services d'incendie de la région. Je sais que le site dispose désormais d'un service d'incendie dont il peut être fier. Outre la résolution des problèmes liés au programme de protection contre les incendies, nous avons également investi dans la structure organisationnelle de White Shell. Il y a un nouveau directeur général et une équipe élargie de cadres expérimentés pour soutenir le site. Nous constatons déjà les avantages de cette expérience. White Shell se prépare à présent aux travaux de déclassement qui l'attendent et pour l'essentiel, il faudra se préparer et éliminer des déchets hérités des colonnes montantes et des caissons. Mais ce n'est pas tâche facile et pour mener cette tâche à bien, nous avons dû concevoir des équipements sur mesure. Actuellement, une entreprise de Cambridge en Ontario travaille sur ce problème et les travaux avancent bien. Nous venons d'entamer une période intense de tests de systèmes intégrés et d'opérabilité. Il s'agit essentiellement de tester nos nouveaux équipements de manière très approfondie avant de les envoyer à White Shell. Je vais maintenant vous parler des travaux en cours à Chalk River. Le déclassement et la gestion des déchets constituent une part importante de notre mission, mais les laboratoires de Chalk River, en particulier, sont promis à un bel avenir en tant que centre de la science nucléaire au Canada pour la prochaine génération. Le gouvernement, comme on l'a entendu, a investi plus d'1 milliard de dollars dans la revitalisation du campus de Chalk River. Nous disposons d'un nouveau bâtiment logistique, d'un formidable centre de collaboration scientifique doté de bureaux modernes pour notre personnel excellent. Et la pièce maîtresse est le nouveau centre de recherche avancée sur les matériaux nucléaires, le CRAMN. Ce centre sera une installation de recherche nucléaire de 3 étages, comprenant 12 cellules chaudes, plus de 12 000 mètres carrés de surface au sol et un peu moins de 3 000 mètres carrés d'espace de laboratoire supplémentaire. Alors, qu'est-ce que c'est, ces cellules chaudes? Il s'agit essentiellement d'installations fortement blindées, dotées d'épaisses fenêtres et de manipulateurs télécommandés, qui permet aux opérateurs de manipuler et de travailler en toute sécurité sur des composants fortement irradiés par le biais de parois de béton. La construction du centre implique essentiellement le remplacement complet de l'ancienne infrastructure afin de mettre les installations en conformité. Certaines de ces infrastructures datent des années 1950. On peut donc imaginer à quel point les choses ont changé. L'équipe a dû supprimer plusieurs vieux bâtiments pour créer l'espace nécessaire à la construction du centre. Cela permettra au laboratoire d'être à la pointe de la recherche nucléaire moderne et de poursuivre le travail pour soutenir le parc existant de réacteurs nucléaires au Canada, un travail qui deviendra de plus en plus important à mesure que notre parc nucléaire s'agrandira. Il est également important de noter que nous sommes dans une compétition mondiale pour attirer les scientifiques et les ingénieurs les plus brillants. Il est essentiel que nous disposions donc d'installations modernes pour attirer et retenir les travailleurs hautement spécialisés dont nous aurons besoin pour mener à bien nos missions. Si vous aviez visité les laboratoires il y a seulement un an, vous seriez étonné des progrès accomplis depuis. Jetons un coup d'œil à l'évolution, comment la construction a évolué. Vous pouvez voir ce qui a été fait. Alors, bien sûr, il s'agit là de la partie la plus facile du projet. Le véritable défi sera de concevoir et d'installer les cellules chaudes.
de mettre en place les laboratoires et de déplacer le matériel. Lors de la réunion de l'année prochaine, nous espérons parler davantage de ces éléments du projet. Ce travail a été réalisé par les LNC et de nombreux fournisseurs, principalement avec un partenariat entre Chandos, Bird et Sullivan, CBS, qui travaillent tous ensemble dans le cadre d'une réalisation de projets intégrés qui permet un travail de partenariat solide. Nous prévoyons que le centre sera mis en œuvre et prêt à fonctionner en 2029, ce qui permettra d'achever les principaux travaux de rénovation du campus de Chalk River. Alors voilà qui est emballant, mais il s'agit de traiter également des déchets hérités. Le personnel des LNC continue à travailler sur le déclassement d'un des laboratoires les plus anciens de matériaux chimiques, un bâtiment qu'on connaît sous le nom de B250. L'équipe chargée de ce travail travaille sur les différents systèmes pour que ce bâtiment soit prêt pour la démolition. Au cours de l'année écoulée, nous avons retiré différents composants des différentes tours, la tour nord et la tour sud, et également d'autres composants de drain ont été enlevés sur le bâtiment. Nous continuons le travail jusqu'à l'année prochaine. Et vous avez également les systèmes d'échappement des gaz. Il s'agira de travailler. L'équipe a travaillé pour évaluer les risques et l'équipe a assemblé un plan. L'équipe a dû faire une maquette de son travail de déclassement. Ce n'est pas nouveau d'ailleurs, ça a été fait pour le retrait de déchets radioactifs. L'année prochaine, la tour sud va être prête à la démolition et d'autres composants seront retirés de la tour nord, en particulier le plomb venant des cellules chaudes. Alors, c'est surtout l'équipe des LNC qui vont travailler cela avec le soutien de la chaîne d'approvisionnement. Il s'agit d'une des nombreuses équipes de démantèlement de Chalk River qui sont en train de se doter d'une solide capacité de démantèlement. Merci beaucoup. Je vous rends la parole, Jeremy. Merci, Alistair. Alors, je dois présenter mes excuses. Nous avions une série de photos animées qui devaient vous montrer la démolition, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, nous espérons pouvoir le mettre sur nos comptes de médias sociaux pour vous le montrer. Alors maintenant, nous allons parler encore de projets de déclassement et d'assainissement avec Jim McCafferty, directeur du déclassement et de la restauration des sites. Bonjour, je m'appelle Jim McCafferty, je suis directeur du déclassement et de la restauration des sites pour EACL. Ce soir, je vais vous donner un aperçu de l'initiative de la région de Port Hope et vous expliquer certains des défis à venir. Cette initiative est une demande de la communauté pour la restauration de terrains contaminés dans les municipalités de Port Hope et de Clarington sur les rives du lac Ontario. La photo vous montre ici les travaux d'assainissement de Port Granby en cours en 2020. Des matériaux ont été retirés des enfouissements de surface situés à l'avant-plan de la photo et transportés par camion jusqu'à une installation de gestion des déchets à long terme, spécialement construite à cet effet, située en haut de l'image. Ce projet a été achevé. L'installation de gestion des déchets à long terme a été recouverte en 2022. Cette photo a été prise en 2024. Le site a été restauré avec plus de 20 000 arbres qui ont été plantés. Le site fait maintenant l'objet de soins et d'entretien à long terme. C'est une source de fierté pour la communauté. Mais d'où proviennent tous ces déchets de faible activité? Cette carte montre ce que l'on appelle la voie de transport du Nord. Dès les années 1920, le minerai d'uranium était extrait dans les territoires du Nord-Ouest et transporté par barge et par portage jusqu'à Fort McMurray et il était chargé sur des trains transportés jusqu'à Port Hope. Une fois arrivé à Port Hope, le traitement initial visait à extraire le radium qui était utilisé à l'époque à de multiples fins médicales et industrielles. Mais dans les années 40, le traitement s'est orienté vers la production d'uranium à des fins militaires et de production d'énergie. Et le sous-produit de ces deux processus d'extraction est ce que l'on appelle communément les résidus de traitement. Il s'agit de déchets très faiblement radioactifs qui se présentent sous la forme d'un produit ressemblant à de la terre. Entre les années 20 et 70, ces déchets ont été largement dispersés dans la ville
comme matériaux de remblai pour les fondations, l'aménagement paysager ou la remise en état des terres. Les ravins ont été comblés et les matériaux ont été utilisés comme remblai à la décharge de Highland Drive. Lorsque ces sites d'élimination n'ont plus été disponibles, le ravin de Port Granby est devenu la nouvelle destination de ces déchets, mais il ne s'agit plus d'une bonne pratique moderne. Et en 2001, le gouvernement du Canada et les municipalités de Clarington et de Port Hope se sont mis d'accord sur un projet d'assainissement. La portée initiale de l'assainissement comprenait les enfouissements de Port Granby, 18 sites majeurs et environ 375 propriétés privées dans la ville de Port Hope elle-même. Cette diapo vous montre les principaux projets, les principaux sites pour l'assainissement. 16 vont être achevés d'ici décembre 2024 et les 2 derniers devraient l'être en 2025. Il convient de souligner que la restauration finale du port devrait se poursuivre jusqu'en 2026. L'initiative a assaini et placé près de 2 millions de mètres cubes ou 4 millions de tonnes de déchets de faible activité provenant du site de Port Granby et de la ville de Port Hope. Pour la ville de Port Hope, plus de 1,1 million de mètres cubes de déchets ont été placés dans l'installation de gestion des déchets à long terme. Ces principaux sites sont presque terminés, mais il y a encore beaucoup de travail pour achever l'initiative. La portée initiale prévoyait qu'environ 375 propriétés privées ou sites à petite échelle devraient être assainies. La caractérisation de la ville est en voie d'achèvement, mais il apparaît clairement que le nombre de petits sites à assainir s'élève désormais à plus de 1200. Ce chiffre n'inclut pas les réserves routières qui sont au nombre de 250. Ce diagramme vous montre le défi. Il y a 4 éléments nécessaires à assainir: l'uranium, le thorium, le radium et l'arsenic. Lorsque ces éléments sont présents en quantité spécifique, il est reconnu qu'ils proviennent du traitement du minerai à Port Hope et qu'ils doivent être éliminés par l'équipe de dépollution. La difficulté réside dans le fait que 3 de ces éléments sont naturellement présents dans le sol partout au Canada. L'identification des dépôts initiaux de déchets de faible activité n'est pas le problème. Pour déterminer où s'arrêtent les déchets de faible activité et où commencent les minéraux naturels, il a fallu plus d'1 an pour y arriver. Il faut élargir les limites de l'excavation, ce qui exige l'abattage d'autres arbres et des perturbations continues. L'arsenic est le critère d'assainissement qui entraîne le plus de travaux. Le critère d'assainissement imposé pour le sol correspond à la limite provinciale de 18 parties par million d'arsenic. Cependant, le sol propre de Port Hope présente une concentration moyenne d'arsenic entre 5 et 23 parties par million. Certains échantillons propres ont été mesurés à plus de 40 parties par million d'arsenic. Le projet a demandé que les critères d'assainissement soient modifiés pour atteindre plutôt une concentration de 50 parties par million. Ce n'est pas singulier pour les collectivités de l'Ontario. 4 autres communautés ontariennes ont des critères d'assainissement supérieurs à 50 parties par million. Entre autres, la municipalité de Port Hope a récemment voté en faveur de cette modification. Vous pensez peut-être que c'est étrange qu'une communauté veuille permettre des niveaux d'arsenic plus élevés, mais cela réduira le nombre d'arbres qu'il faut abattre. Et cela réduira le temps qu'il faudra pour assainir le site et minimisera les perturbations pour les résidents de Port Hope. De manière plus importante, cela signifie que l'on comprend que l'arsenic n'est pas forcément présent en raison des activités précédentes. On a demandé aux régulateurs d'accepter ce changement, ce qui fait l'objet d'une étude à l'heure actuelle. J'aimerais maintenant vous présenter un aperçu du programme de déclassement pour 2 réacteurs de démonstration, Douglas Point et Gentil 1. Douglas Point se trouve sur la péninsule de Bruce, à l'intérieur du périmètre de la centrale nucléaire de Bruce, sur les rives du lac Huron, en Ontario. Gentil 1 se trouve au Québec, sur le site de Gentil, près de Trois-Rivières, sur les rives du Saint-Laurent. Douglas Point est entré en service en 1967 et a été fermé en 1984. Gentil 1 est entré en service en 1972 et a été fermé en 1978. Après la fermeture, les 2 installations ont été vidées de leur combustible et asséchées. Le déclassement a été effectué pour une variété de systèmes secondaires pour les 2 réacteurs, mais aucun déclassement de système à l'intérieur des bâtiments du réacteur n'a été effectué à l'époque. Cette opération a été reportée à la période actuelle pour permettre la désintégration du réacteur. La planification du déclassement de ces installations a repris peu après l'adoption du modèle d'OGEE.
Ce diagramme montre la répartition des autorisations nécessaires pour achever le déclassement de l'installation de Douglas Point. Une répartition similaire des étapes est adoptée pour l'installation de Gentilly. En vertu des permis existants, un nombre de projets ont été menés à bien, notamment la réduction des risques, l'élimination des stocks de déchets, la rationalisation des services électriques et mécaniques, ainsi que le début du déclassement et de la démolition des installations inactives. Gentilly 1 et Douglas Point devraient faire l'objet d'audiences d'autorisation précises dans les années à venir afin d'obtenir l'autorisation de la Commission nucléaire d'achever le déclassement des deux sites. La date d'achèvement prévue pour les deux réacteurs est 2035. Cette photo récente montre la démolition en cours du bâtiment administratif de Douglas Point. Ce bâtiment et le bâtiment des turbines de Douglas Point devraient être démolis d'ici l'été 2025. Je vous remercie. Et sur ce, je cède la parole à Jérémy à nouveau. Merci beaucoup, Jim. Et enfin, notre dernière intervention sera prononcée par Karen Wynne, qui est responsable des partenariats des programmes stratégiques. Karen, à vous. Je suis Karen Hoon et je suis directrice des programmes et partenariats stratégiques. C'est avec grand plaisir que je vais vous parler de notre programme des sciences et technologies nucléaires. Cela a commencé en 2015 et c'est un financement qui a été garanti au laboratoire pour encourager la recherche afin de réagir aux priorités du gouvernement. Cela représente la création d'une entité des LNC qui soit véritablement pan-canadienne. Cela signifie de l'équipement et des talents de pointe. Cela signifie que le nucléaire doit aussi faire partie de l'énergie propre. Et comme Jim le disait dans ses remarques, offrir des services énergétiques qui soient sains, sûrs et sains du point de vue de l'environnement. C'est grâce à cela que le programme réagit aux besoins et aux priorités de 15 ministères et organismes fédéraux. La participation des ministères et organismes est vaste, ce qui est le cas de notre recherche. Cela signifie, par exemple, les services plutôt axés sur la recherche, comme la santé, l'environnement, la sûreté et la sécurité, mais aussi les ressources naturelles, ainsi que la commission qui nous régit. Nous ne nous penchons pas simplement sur le nucléaire pour les applications qu'on connaît, mais aussi pour les applications maritimes. Alors, que signifie ce programme? On jette les bases des capacités du laboratoire qu'il nous faudra pour garantir l'avenir énergétique du Canada. Les mêmes capacités qui aident le gouvernement permettent au secteur nucléaire de déployer ces technologies. Cela signifie que des données scientifiques appuient la prise de décision politique. Cela garantit que le Canada puisse être un concurrent de taille à l'échelle internationale et faire preuve de leadership là où nous avons une technologie de pointe. Cela signifie encourager les technologies tout en mettant au point la prochaine génération de travailleurs. J'aimerais parler pendant quelques instants des recherches que nous faisons dans chacun de nos 4 groupes de thèmes. Ce sont certains exemples. Nous avons environ 130 projets par année. Je vais commencer par la santé. Une bonne partie de notre programme s'appuie sur la compréhension accrue des doses de radioactivité dans les êtres vivants. Cela signifie 8 ans d'études entre les groupes des laboratoires LNC, mais aussi un groupe qui garantit l'évaluation de la radioactivité sur les êtres vivants, dont des souris. Nous allons ensuite étudier l'actinium-225 qui a commencé par ce programme. On s'est penché sur la faisabilité de la production de l'actinium-225 avec les matériaux que nous avions à notre disposition. Cela a mené à la coentreprise que vous connaissez. Dans le domaine de l'environnement, nous avons des lignes directrices sur la qualité de l'eau en se penchant sur le polonium qui se trouve dans l'eau, qui peut être toxique. Pendant 3 ans de suite, les chercheurs des LNC ont travaillé avec des étudiants, des enseignants et des aînés de Clearwater pour recueillir des échantillons qui nous permettent d'appuyer ces lignes directrices. Dans la sécurité, nos collègues de la Défense et d'autres ministères canadiens nous permettent d'améliorer la sécurité à la frontière. Cela signifie aussi des exercices qui sont mis au point avec le gouvernement et l'industrie et aussi avec nos partenaires des États-Unis ainsi que de Bruce Power pour améliorer notre positionnement en matière de sécurité et de cybersécurité. Enfin, dans le domaine de l'énergie, nous
alimentons l'avenir du Canada afin de mieux comprendre quel est l'impact du vieillissement de nos installations. Depuis 2015, nous avons investi environ 250 millions de dollars dans 99 projets pour avancer le déploiement des réacteurs avancés et des petits réacteurs modulaires au Canada. Ces projets font maintenant partie des initiatives des NNC qui encouragent des partenariats pour élargir le déploiement et l'accélérer. Notre expertise est utilisée pour encourager les études d'évaluation de la garde côtière également. Ce sont des exemples de ce que l'on fait dans le cadre de nos programmes. Et si vous voulez vous renseigner davantage, visitez les sites des ANC, de EACL. Nous avons rendu disponible de l'information qui a attiré l'attention des gouvernements, des universités et du secteur. Nous avons plus de 800 participants, nous avions plus de 800 participants en 2023. Ces ateliers nous permettent de déployer notre recherche au-delà de la famille gouvernementale. Cela nous permet d'utiliser ces recherches avec les universités, l'industrie et nos partenaires. Cela nous ramène à notre mandat de rendre le Canada plus compétitif du point de vue nucléaire. Si on se tourne vers les 10 prochaines années, le gouvernement a donné à ACL un financement continu en vertu de son programme de financement afin d'encourager les priorités en matière de changement climatique, d'innovation, de santé, de sécurité et de l'environnement. C'est en encourageant ces capacités et d'ailleurs pour encourager la construction de nouveaux réacteurs au Canada. Nous avons des qualités qui nous permettent d'avoir une longueur d'avance par rapport à nos concurrents. Les 10 prochaines années nous permettront d'être réactifs aux priorités du gouvernement, d'améliorer notre collaboration avec les universités et permettre à la science et la technologie nucléaire d'être utilisée pour tout le Canada. Merci. Merci à vous, Karen. Merci, Karen, Jim, Alistair, Maude, Kathleen. Merci beaucoup. Vous nous avez donné un excellent survol de l'ampleur des travaux de ACL et on ne fait que gratter la surface. Il se fait beaucoup de choses et nous sommes très fiers et emballés par l'avenir que nous faisons. Parce que nous faisons et l'avenir qu'on se trace. Alors, si vous avez des questions et que vous souhaitez les poser, surtout n'hésitez pas. Nous avons beaucoup de temps pour y répondre. Et d'ailleurs, nous avons reçu quelques questions. Nous allons donc les prendre. Fred et Jim, je commence par vous deux. Une question de nature assez générale. Le contexte ici est... Bon, on a beaucoup parlé des possibilités pour le secteur nucléaire, mais aussi certains des risques. Mais dans l'ensemble, il y a beaucoup d'engouement, de possibilités pour le secteur, de débouchés. Alors, la question que je vous pose à tous les deux, quelles sont les plus grandes possibilités et les plus grandes menaces, selon vous, qui nous empêcheraient de réaliser ces grandes ambitions? Jim, je commence par vous, puis Fred. Merci, Jérémy. Alors, le débouché le plus important est assez clair. Que ce soit la fission ou la fusion, je pense que c'est ce qui permettra d'assurer la transition vers la carboneutralité et pour lutter contre les changements climatiques. Alors, une grande occasion, mais cela signifie que beaucoup de choses doivent être mises en branle. Il nous faudra beaucoup plus d'électricité, on le sait, tout le monde le comprend. Donc, cela présente des possibilités pour le nucléaire. S'agissant des menaces, des risques, le défi n'est pas l'apanage du nucléaire. C'est une question de gens, des ingénieurs, des représentants du secteur de la construction, du bâtiment, la gestion de projet. Vous savez, pour faire passer le projet de son stade conceptuel à sa concrétisation, il faut beaucoup de gens. Il faut commencer par un concept qui puisse être approuvé par les régulateurs. Beaucoup de gens doivent procéder au dessin d'ingénierie. Il y a beaucoup de gens qui doivent évidemment construire les bâtiments et les installations dans les délais et dans les budgets. Cela dit, nous ne sommes pas le seul secteur qui a besoin des mêmes talents, impulsé toujours par les mêmes possibilités qui s'offrent à nous, qu'il s'agisse de l'hydroélectricité, du solaire, de l'éolien, toutes des énergies propres. Donc, il y a beaucoup de compétences qui sont cherchées par ces secteurs.
Et l'autre ressource pour laquelle on est en concurrence avec ce secteur, et je m'en voudrais de ne pas le dire, c'est l'argent, car tout cela exige du financement et cela exige une vision à long terme. Qu'est-ce que l'on souhaite pour le secteur? Il nous faut un engagement pour continuer d'avancer. Et évidemment, le temps n'est pas de notre côté. Fred, what do you think? Fred, qu'en pensez-vous? Eh bien, Jim a couvert les éléments les plus importants, mais si vous me permettez de rajouter à la liste, il y a d'autres défis qu'il faut effectivement relever. Le premier étant les pièces. Le Canada est un pays parmi un groupe de 20 qui s'est engagé à tripler l'énergie nucléaire d'ici 2050. Donc, vous imaginez bien la quantité de travail que ça représente. On aura non seulement des besoins en ressources humaines, mais cela signifie qu'on aura des besoins en matière de chaîne d'approvisionnement. Et un des meilleurs moyens d'atténuer le risque associé à la chaîne d'approvisionnement, c'est d'avoir des technologies diversifiées qui se servent de pièces différentes. Et pour moi, c'est l'aspect le plus important de Candu Candu qui a des designs divers, qui signifie qu'on peut éliminer certains des goulets d'étranglement des chaînes d'approvisionnement qui se produiront très certainement. L'autre aspect qui est essentiel à la réussite ou qui pourrait éventuellement être une menace, ce sont des mécanismes pour faire en sorte que les approbations réglementaires ne soient pas obtenues par projet. Et l'une des raisons pour lesquelles on a besoin de prolongation, c'est que ces projets exigent une reconduction dans l'attente d'une approbation réglementaire. Donc, l'approbation réglementaire souvent est obtenue après la mise en chantier. Donc, c'est le genre de choses qu'il faut atténuer si on veut réussir. Et un des meilleurs moyens d'atténuer ce risque, c'est qu'une fois que vous avez construit un réacteur, il faut respecter le concept et le reproduire pour en faire tout un parc. Alors voilà, ce sont certaines menaces supplémentaires et des possibilités également qui s'offrent à nous. Merci, Fred et Jim. Alors, ressources humaines, argent, pièces, approbation réglementaire. Jim, allez-y. Oui, j'aimerais également ajouter le débouché au sein du débouché. Et ça, c'est pour la transition énergétique aussi, c'est-à-dire la réconciliation autochtone. Oui, tout à fait. Je suis très fière du travail qu'a fait EACL et qu'ont fait les LNC dans ce domaine, mais on peut en faire beaucoup plus. Quand on regarde toute l'infrastructure qu'il faudra construire au Canada, cela ne peut se faire sans le concours des Autochtones. Et c'est la raison pour laquelle la réconciliation est si primordiale. Oui, merci. Merci, Jim. Une autre question, et je vous rappelle, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, posez-les. Un peu plus tôt, Fred a parlé des installations de surface. La proposition pour Chalk River est approuvée depuis janvier et elle fait l'objet de 3 examens judiciaires distincts. C'est un processus qui demande aux tribunaux de se pencher sur la décision. Donc, la question est, l'IGDPS fait l'objet de 3 révisions judiciaires. Quelle est votre position par rapport à ces révisions? Je ne sais pas qui voudra répondre. Alistair, peut-être? Non, non, pourquoi pas commencer par moi? Puis je céderai la parole à Alistair. Permettez-moi d'abord de dire que EACL appuie le projet. Nous pensons que le projet qui a été suivi pour en venir à la décision est une bonne décision. Cela dit, nous respectons les droits des parties à interjeter appel. Cela fait partie d'un processus démocratique et cela signifie que la Cour aussi peut en venir à une décision qui lui est propre. On se réjouit de voir quelle sera cette décision et on écoutera attentivement non seulement la décision, mais aussi les motivations de cette décision pour déterminer quelles seront les prochaines étapes à prendre pour cette installation de gestion des déchets près de la surface. Sur ce, je cède la parole à Alistair. Merci, Fred. Si vous me permettez, tout ce qu'on peut faire pour le moment, évidemment, c'est de prendre connaissance des décisions au fil du temps. Pour le moment, il y a beaucoup de questions hypothétiques, mais jusqu'à ce qu'on ait une décision sous les yeux,
tout ce qu'on peut faire, c'est attendre et respecter le processus. Vous savez, au final, on a proposé ce projet, on a proposé ce projet pour de bonnes raisons, c'est-à-dire que les déchets sont contenus de manière temporaire. Pour le moment, il nous faut une solution permanente. C'est la raison pour laquelle il nous faut une solution permanente comme les GDPS. Terrific. Thanks very much, Alistair, and stick Très around. bien, 'cause merci we have beaucoup, another Alistair. question S'il for vous plaît, you. restez avec nous parce qu'on a une question encore pour It's vous. great that you showed us a picture of Alors, vous nous avez montré We've talked a une lot about photo du decommissioning bâtiment legacy sites, B250. On a parlé du and déclassement it's nice to hear et what de nos anciens bâtiments. one looks like. Et So donc, I'd c'est love to put this intéressant de into voir one à quoi slide. ça Thanks, ressemble. Alistair. On a vu le And the question we B250 have sur here is, la diapo et la what is question the est la ultimate suivante. destination for Quelle est waste la destination generated ultime during des déchets 250, générés par le especially hot cell bâtiment demolition? 250, en And is there any particulier idea on the la expected démolition des volumes of cellules chaudes? low-level waste, Et intermediate-level qu'en waste, est-il and high-level waste des from the différents 250? So, niveaux Alistair, de déchets, the general story of faible what happens with the activité, waste from buildings, moyenne activité especially et haute hot. activité radioactive de ces déchets? Qu'en est-il des cellules chaudes? Merci à l'auteur de la question. Eh bien, comme vous l'avez vu dans la photo, et si vous connaissez plus ou moins le bâtiment B250, c'est un bâtiment qui est très vieux. Il y a beaucoup de matériaux différents, le béton, plomb, bois. Et la première chose importante, c'est de reconnaître qu'il y a tout un tas de déchets différents. Il s'agit donc de caractériser, d'évaluer les déchets et de les séparer. Et on le fait de la manière la plus propre possible. Bon, il y a plusieurs installations différentes à Chalk River qui sont utilisées pour séparer les déchets. On le fait, par exemple, avec certains déchets comme les perchlorures qui sont ensuite envoyés à une tierce partie pour traitement, mais les autres, ce sont des déchets de faible activité qui devraient se retrouver à l'installation de gestion des déchets près de la surface, les GDPS. Et il s'agira de pouvoir évaluer les déchets et il faudra évidemment que cet IGDPS soit disponible. Mais on a également des déchets de niveau de moyenne activité et là, on attendra d'avoir un dépôt géologique plus en profondeur, comme celui sur lequel est en train de travailler l'ASGDN. Et puisque nous parlons de l'ASGDN et du dépôt géologique en profondeur, il s'agit d'une toute nouvelle qu'on a entendue aujourd'hui. Alors Fred, je vous adresse la question et d'autres intervenants pourront réagir également. Alors le dépôt géologique en profondeur, est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails sur l'annonce d'aujourd'hui et le rôle de ACL en ce qui concerne ce dépôt géologique? Qu'est-ce que ça veut dire pour ACL? Fred? C'est une excellente question, Jeremy. Et il s'agit effectivement d'un jalon très important. Quand on parle de l'énergie nucléaire au public, en général, on reçoit 3 questions. Qu'en est-il de la sécurité du réacteur? Nous avons déjà traité cela. Nos réacteurs, en particulier le réacteur Candu, ont un historique impeccable de sécurité depuis 1962. Deuxième question du public, qu'en est-il des coûts, des échéanciers? On dépasse toujours les coûts et les dates butoirs. Nous avons traité cela au Canada par le biais des reclassements qui sont en général livrés à temps. Et la troisième question concerne les déchets. Comment est-ce qu'on traite du combustible que l'on décharge du réacteur? Et maintenant, nous avons une solution. Pendant très longtemps, on a développé la technologie, on a une approche axée sur la technologie, mais on avait besoin d'un hôte pour ces déchets, d'un endroit pour recevoir ces déchets, et nous sommes arrivés à une étape importante. Aujourd'hui, nous avons un hôte, une communauté des Premières Nations qui est prête à accepter et à accueillir ce dépôt géologique en profondeur. Pour moi, avec cette solution, nous avons prouvé que nous pouvons continuer sur notre historique d'exécution excellente de projets dans un contexte où nous avons maintenant une nouvelle installation, nous aurons une nouvelle installation, et sachant que le nucléaire est essentiel, un élément essentiel de la décarbonation et de la fourniture
d'une source d'énergie qui soit fiable et sécuritaire. Donc voilà ce que ça veut dire pour moi. Très bien. Merci beaucoup, Fred. Et je peux vous dire qu'on se sentait tous bien au bureau. On était très contents quand on a entendu la nouvelle qui a été annoncée. C'est bien d'avoir de bonnes nouvelles dans le secteur du nucléaire. Question suivante pour Kathleen, notre VP des opérations nucléaires. Catherine a parlé du problème d'effluent des eaux usées qu'on a eu à Chalk River plus tôt cette année, et on a eu plusieurs questions qui ont été posées sur ce sujet. Pour ce qui est de la question des eaux usées, quelle était la nature de la communication? Est-ce que c'était des matériaux radioactifs? En quoi se composait la contamination? Excellente question et merci de l'avoir posée. De notre point de vue, ça montre qu'on aurait pu mieux faire en termes de communication. On voulait évidemment avoir bien préparé et bien travaillé sur les détails techniques, mais on n'a pas donné d'explication simple sur la nature de la contamination. Et en fait, la réponse, c'est que c'était des eaux usées, maltraitées. Ce n'était pas des déchets industriels ou radioactifs. Il s'agissait simplement d'eau usée, d'eau d'égout. Voilà ce que je peux vous dire. Merci. Et en tant que directeur des communications, moi aussi, j'essayais d'être un peu trop poli. Il s'agissait de simplement dire que c'était des effluents d'égout. Voilà. Autre question. Je regarde ma liste parce que les questions arrivent. Et bien sûr, si vous avez vous aussi d'autres questions, saisissez-les sur la plateforme. Une autre question pour Fred, que vous apprécierez, je crois. Vous avez parlé de l'historique des réacteurs Candu et de cet historique dont on peut être fier en matière d'efficacité, de sécurité, de bonne opération, bonne exploitation. Donc, si on a une conception, un design aussi bon pour les réacteurs qu'on continue d'exploiter, pourquoi est-ce qu'on a besoin de dépenser beaucoup de temps et d'argent pour concevoir de nouveaux réacteurs de nouvelle génération? Eh bien, Jeremy, quand on construit un réacteur et qu'on l'exploite, pendant l'exploitation, on se rend compte de tout ce qu'il faut faire pour améliorer l'exploitation. À l'heure actuelle, nous avons un historique, 40 ans, 30-40 ans d'expérience. Il s'agit d'utiliser cette expérience d'exploitation et de l'utiliser dans l'exploitation et dans la conception pour de nouveaux réacteurs. Quand les anciens réacteurs ont été mis en œuvre, il y avait moins de technologie. Maintenant, parce que la technologie était analogique, maintenant, on a beaucoup plus de technologie numérique. Donc, il faut mettre à niveau les installations en prenant en compte la technologie actuelle et ce qui est d'avant-garde, parce qu'il y a eu beaucoup de changements qui se sont produits. Quand vous allez dans les salles de contrôle des nouveaux réacteurs, des réacteurs de nouvelle conception, cette salle de contrôle est très différente de ce que vous auriez vu dans un réacteur A de Pickering. Les boutons ont été remplacés par des écrans d'ordinateur et il y a eu beaucoup de changements dans l'interface entre l'opérateur et le réacteur. Et donc, voilà quelques exemples et quelques raisons pour lesquelles il faut mettre à niveau la technologie. Et nous voulons avoir les meilleurs réacteurs possibles pour l'avenir, de manière à exploiter à des facteurs de plus haute capacité, à une meilleure efficacité et à des coûts plus bas. Très bien. Merci beaucoup, Fred. Et c'est un excellent exemple de la raison pour laquelle nous sommes chanceux ici à ESCL d'avoir le personnel qui a été dans ces salles de contrôle par le passé. C'est une expérience vécue, n'est-ce pas, pour vous? Une autre question pour Karen, je crois. Si vous voulez venir au podium. La question est la suivante. Est-ce qu'il y a des plans pour un nouveau réacteur de recherche à plusieurs fins, plusieurs utilisations? Merci, Jeremy. Alors, je dois dire que notre réacteur de recherche est un actif national qui est essentiel pour la production d'isotopes et pour la science. En 2019, nous avons tenu un certain nombre d'ateliers avec des parties prenantes représentant le gouvernement, l'industrie, le secteur universitaire, et on a vu qu'on avait besoin d'un réacteur à plusieurs utilisations, à plusieurs fins au Canada.
On a identifié ce besoin, donc. Que faisons-nous maintenant? Eh bien, nous essayons d'utiliser l'information, de savoir à quoi devrait ressembler ce réacteur. Et donc, nous rassemblons plusieurs projets avec les parties prenantes de l'industrie, le gouvernement fédéral, gouvernements municipaux et provinciaux, pour voir à quoi devrait ressembler ce réacteur de recherche à plusieurs utilisations. Et si vous voulez nous en parler et nous dire à quoi il devrait ressembler, n'hésitez pas à nous contacter. Merci, Karen. Je crois que cela nous amène à la fin des questions, à moins qu'il y ait une toute dernière question. Je regarde l'équipe. Non, on me communique qu'il n'y a plus d'autres questions. Et les Giants sont récupérés à 10 points, mais ils sont arrivés ils ont été battus 27-20. Voilà pour les nouvelles. Alors, cela nous amène à la fin de cette réunion publique et je vais donner la parole à l'aîné Francis Sarrazin pour la cérémonie de clôture, pour clore notre réunion. Vous avez la parole. Merci beaucoup. J'aimerais vous donner un peu d'histoire. My dad was a woodcarver. He can block wood and make an animal out of it. And my grandfather was a bush Mon pipe maker, you know. And père everything was et mon grand-père we take good care of the land, you know. aimaient prendre soin de la terre et mon père m'a transmis une prière et j'aimerais vous en faire part. Grand Esprit, guide-moi, je crois en toi, je prie chaque soir, je te remercie pour toutes les ressources que tu nous donnes. Merci pour les leçons que tu m'enseignes. Merci de me permettre d'être un homme humble. Miigwech. Thank you very much. Miigwech, merci beaucoup. Merci à l'aîné Sarrazin. Je voudrais clore en vous remerciant de vous être joints à nous. Merci à l'équipe technique et à ceux qui ont organisé cette réunion et surtout merci à vous qui vous êtes joints à nous. Nous apprécions cette occasion de vous donner des informations sur nos activités. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter et nous apprécions toujours la possibilité de parler aux gens qui considèrent que notre organisation et les secteurs sont importants. Et je vous souhaite une très bonne soirée.